Bonjour Tony, Tony Gatliff, qui est tu es en train de tourner ton film, Tom Medina, Tony Guerrero, qui a rejoint l'équipe de Luma il y a quelques années, du PS1 de New York, et que je connais depuis des années. Je sais que Tony Guerrero a beaucoup aidé l'équipe de Tony Gatliff. Je voudrais bien vous laisser en discuter tout à l'heure. Tony, ta renommée est incroyable, et moi, j'ai toujours été fascinée par ta carrière. Et je pense que quand tu m'as parlé d'un film que tu voulais faire sur ton enfance, c'est vraiment une chose qui m'a interpellée. Donc, je suis ravie de vous inviter tous les deux à parler. J'aimerais commencer par la dernière fois qu'on s'est vus, avant le confinement, et quand on est venu visiter le tournage. C'était vraiment une des dernières journées de liberté, je trouve, au Sainte-Marie-de-la-Mer. On a passé une journée incroyable. Moi, je commençais déjà à avoir un petit peu peur de ce virus, mais il y avait comme une protection dans l'air. Je trouve que la chaleur des échanges a vraiment joué un rôle principal. Quelques jours après, je suis partie, je suis allée me confiner en famille et on est resté en contact et j'ai appris que vous alliez recommencer à tourner. Je pense que c'est le premier tournage qui a repris après le confinement. Donc tout ça, je trouve que c'est remarquable. Le film, c'est une envie que j'avais depuis très très longtemps parce que j'ai été envoyé quand j'étais enfant, préadolescent, vers 16 ans à peu près, par un juge pour enfants, parce que j'avais des problèmes, non pas avec la justice, mais j'avais un problème d'instabilité. Et ce juge m'a envoyé en Camargue pour faire du cheval, pour apprendre à faire du cheval et pour travailler avec les chevaux. Et donc, je lui avais dit, quand il m'avait questionné avec les policiers, je lui avais dit que j'aimais beaucoup les chevaux, comme ça. Parce que c'est vrai que quand j'étais enfant, moi, je dis la vérité, de toute façon, maintenant, à notre âge, maintenant, on n'a plus à la cacher. Je disais que maintenant, ça vient parce que quand j'étais enfant, je me souviens très très bien que mon oncle avait volé un cheval blanc. On habitait à Villenville avec des genre gourbilles, où il y avait de la place quand même entre les maisons, entre les baraquements, qui est fait de tout. Et il y avait une petite place comme ça, petit cours, où j'allais un peu de temps en temps pour voir la calèche de mon grand-père. Et il y avait un cheval blanc qui était là. Et je l'ai beaucoup aimé. Je m'imaginais dessus partir comme ça, à travers dans la nature, vers la plage et tout ça, faire des galops. Je ne savais pas avant faire. Et donc, il m'avait fait un choc visuel incroyable, ce cheval. Et donc, depuis cette rencontre avec ce cheval, j'ai eu la passion des chevaux, j'ai fait du cheval. Et puis, j'ai dit à ce juge, quand j'avais des ennuis avec la justice, j'ai dit... voilà, de ce que j'aime, voilà, j'aime le cheval. Et donc voilà, ça restait dans mon dossier. Et puis quand je suis allé chez un moment, j'ai fait pas mal de maisons de redressement, comme on dit. Et après, il m'a envoyé dans un foyer qui a fait que, en voyant mon dossier, qui a la passion des chevaux, il m'a envoyé en Camargue. Il m'a envoyé en Camargue et je suis arrivé à Arles avec une valise, j'étais bien habillé en blanc, parce que je me suis dit, quand on voyage et quand on va dans le sud, on est habillé en blanc. Et donc, je suis sorti de la gare et je me souviens, pas ma frayeur, parce que j'étais libre, je m'en foutais, j'avais pas de peur de rien. Mais par contre, ça m'ennuyait de ne pas trouver la ville. Parce que à l'époque, en 1966, quand on sort de la gare, il n'y avait rien. Il y avait juste le rond au loin, et puis vers le fond, il y avait le rempart, mais on ne voyait pas où était la ville. Et donc, il fallait absolument que je la trouve et que je me renseigne pour aller me rendre à Saint-Giraud, dans un mas qui était tenu par Jean Couché, un genre de cow-boy, style un peu Charles Bronson et Steve McQueen, mais vraiment, il avait la voix grave et une balafre là. Oui. Je crois que je l'ai rencontré. Vous l'avez rencontré? Oui. Ouais. Il était génial. Et donc, il m'a fait travailler comme mousse
non, non, dans son bar qui s'appelait La Chevauchée. Et La Chevauchée, il promenait, parce qu'il y avait quelques chevaux, une dizaine de chevaux, et il promenait les gens en Camargue. Et puis il avait, à côté de La Chevauchée, il y avait aussi une boîte de nuit qui s'appelait Le Grain de Sel. Et donc, il gérait sur tout ça. Il y avait des bagarres dans le bar. Il y avait vraiment des bagarres, j'ai vu ça. Et voilà, j'aimais beaucoup ce mec, ce type, cet homme. J'ai respecté, hein, c'était comme un maître. Mmh. Et donc, j'aimais beaucoup son contact. Voilà, c'est ça ma rencontre avec la Camargue. Et donc, c'est ce que tu as envie de mettre dans le film et ce que tu avais envie de filmer depuis un bon moment déjà. Oui, c'est ça. Donc, je ne me suis pas intéressé à mon enfance du tout. Parce que moi, je ne faisais pas des films qui s'inspirent de quelque chose. Je faisais des films que je voyais. Et donc, j'allais dans le monde entier. Je faisais des films, il y en a pas mal qui sont dans plein de pays du monde. Hein, dans l'Espagne, de la Roumanie, la Hongrie, la Turquie. Voilà. Et je voyageais. Et je ne m'intéressais pas à ma vie, à mon enfance. Puis là, j'ai fait pas mal de films depuis. J'ai un 40e. Ouais, absolument. 40e année, 30 films 40e année. Et là, je commençais pas à chercher ce que je veux faire, à m'inspirer. Je commençais à me dire, mais pourquoi je ne raconte pas mon histoire au début? Et puis, j'ai commencé à travailler. Très vite, je ne me suis pas intéressé à la reconstitution de mon enfance. Je ne suis pas inspiré. Alors, ça m'a juste aidé pour lancer le début du film et de dire, voilà, c'est un petit jeune de même pas 14 ans qui arrive en Camargue avec tout le background derrière de ce qu'il a fait. Et ce petit jeune, dans mon scénario, petit jeune, donc il est doué d'intuition. Il est doué d'intuition et de mystère aussi, parce qu'elle a beaucoup de mystère. Et moi, ma mère, quand j'étais enfant, j'étais toujours avec elle. J'étais son préféré, parce que j'étais le deuxième, j'étais vraiment... Et j'allais toujours avec elle, accroché à sa jupe longue. Et ma mère faisait de la magie. Et aussi, elle guérissait des gens, et surtout moi et mes frères. Elle nous guérissait avec des herbes, toujours amères, un goût amer à se faire vomir. Mais elle nous guérissait. J'avais le mal au ventre. Tout d'un coup, elle me faisait une portion de herbes, de je ne sais pas quoi. Et donc, elle me guérissait. Elle me guérissait les yeux, la tête, et tout ça. Et à un moment, j'avais un problème je me suis brûlé. Elle et ma grand-mère m'ont enlevé la brûlure, m'ont soigné. Hein, parce que j'ai été défiguré. Ouais, ma mère était pas sorcière, mais elle était possédée par des choses invisibles. Et donc, ça m'est toujours resté. Elle avait, à côté de chez nous, il y avait un olivier immense dans un ravin, une petite rivière. Et nous, on allait à pied, de ville en ville on était. Et elle avait un olivier immense, mais immense. Il a dû voir les Romains, l'olivier. Et comme il était très vieux, avec des brancheries énormes, tout ça pendait autour de lui. Et à l'intérieur, c'était comme une cathédrale. On ne voyait rien d'autre que les branches qui tombaient comme ça. Et c'est là-bas qu'elle allait guérir des gens ou invoquer les étoiles ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et donc, quand je suis arrivé en Camargue, tout de suite, je me suis penché sur ce mystère pas de la guérison, le mystère des choses qui ne se voient pas. C'est le mystère des choses qu'on a et qu'on cultive sans le savoir. Et donc, j'ai appris que en Camargue, déjà je le sentais avant, hein, en Camargue, il y a une force énorme au bord du delta. Il y a des endroits chargés d'énergie tellurique incroyable. Et donc, si tu veux, j'amène tout de suite ça à la tour, parce que je pense que ça s'attache bien. C'est que j'ai tourné beaucoup, quand j'étais là, dans les endroits vraiment qui ont beaucoup de force. Et il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a des taureaux, il y a des oiseaux, il y a des renards, il y a des animaux partout. Et donc, je tournais là-dedans. Et donc, je voyais bien qu'entre terre, entre ciel et marée, la nature, elle était complètement folle, comme ça, sauvage, vraiment sauvage. Et quand je suis allé pour tourner le film, quelques minutes
pour Nouma, j'ai senti cette chose que j'ai sentie au Camargue, c'est-à-dire que la tour avait quelque chose de sauvage, mais vraiment sauvage. Sauvage parce que il n'y avait pas des lignes droites, c'était pas carré, lignes droites, il n'y avait pas des lignes horizontales qu'on voit partout dans l'architecture, qu'elle soit de l'architecture qui date des romans ou des Grecs, ou 1800 ou maintenant. Il n'y a pas de... Les lignes sont droites ou verticales, ou peut-être rondes des fois. Et donc là je regardais, vraiment, je sentais une force dans cette tour, mais une force qui a un rapport avec la nature de la Camargue. C'est la force, parce que nous sommes pas loin, nous sommes au bord du delta, la tour est au bord du delta aussi, et donc c'est pas loin tout ça. Je pense que la Camargue sauvage, vraiment sauvage, mais pure, magnifique, qui a des forces, comme on dit, des forces telluriques. Je pense qu'il y a un rapport avec la tour. Je le pense aussi, hein. Mais c'est aussi, il y a une raison pourquoi on est venu s'installer dans ce lieu, qui est un lieu de convergence de toutes les forces anciennes et de transformation possible. Ouais. Vous êtes aussi allé sur le parc des Ateliers, qui était un lieu qui existait déjà quand Tom Medina était en Camargue. Et cette relation entre Arles, le parc des Ateliers et la Camargue, c'est ce aussi qui m'intéresse particulièrement. Franchement, c'est pas par hasard que les choses se rattachent ensemble. La Camargue ne pouvait pas être à Paris, mais ne pouvait pas être dans la région parisienne. La Camargue, elle est là parce qu'il y a Arles et il y a le Rhône. Et donc, si les Romains sont arrivés et qu'ils ont construit tout comme ça d'une façon extraordinairement gigantesque, c'est parce qu'il y avait le Rhône et c'était Arles et c'était la Camargue. Donc, c'est pas par hasard que les choses se sont rattachés. Donc, il y a une force énorme qui est dans la Camargue et puis une force énorme qui est venue par les Romains et par le Rhône, qui est Arles. Et donc, c'est pas par hasard que les choses se rassemblent comme ça. Donc, et puis, c'est pas par hasard que les Romains étaient là. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait un petit film, un documentaire, mais qui n'est pas un documentaire, c'est plutôt un essai poétique avec la tour Louma. Et je me suis beaucoup interrogé sur la position de la tour avec Arles. Arles et aussi l'Antiquité. Donc, il y a la tour qui fait face, pas du tout pour imposer ou pour... comme le Montmajour. Le Montmajour, quand ils l'ont fait, c'est pas pour imposer, c'est une forme de prière, une cité de prière, le Montmajour, mais qui fait face à la cité, au Rhône et à Arles. Et la tour qui est face à Arles et l'Antiquité, elle regarde l'Antiquité, c'est pas pour imposer, c'est naturel. Et donc, je trouve génial, c'est l'Antiquité, qui n'est pas écrasé, qui est juste pour se rappeler qu'il est là et que c'est une architecture extraordinaire quand même. Extraordinaire. Mettre des pierres les unes après les autres comme ça dans les arènes, c'est inimaginable comment c'est fait. Parce que ça se tient, mais on ne sait pas comment ça se tient. C'est formidable, vraiment formidable. Et donc voilà, donc c'est cette antiquité qui a fait Arles, qui est quand même je pense qu'une ville unique un peu partout en France, qui est en France, pardon, et dans le monde. Et puis aussi la tour qui répond à ça, qui répond à ce monde, qui répond à ça. D'un côté, la sauvagerie de la Camargue, c'est vraiment sauvage, et de l'autre, le côté romain, le côté le côté gigantesque des Romains, qui est la haine avec qui est imposée pour faire peur à la population, parce que là où il y avait des gladiateurs, c'est un peu pareil, c'est leur faire peur. Mais par contre, la tour, je ne dis pas ça parce que tu es là, et je dis comme ça m'a inspiré. La tour, c'est vraiment encore une fois, je le redis, cette sauvagerie qui dépasse l'architecture. Et elle est comme ça, parce que moi, j'ai jamais vu des choses comme ça, qui deviennent un bâtiment et qui changent de couleur à chaque heure de la journée. Alors c'est quand même très dur d'être touché par ce virus en plein travail comme ça, de plein fouet.
Mais vous avez tellement réussi à le sublimer et à continuer que je trouvais que ça valait vraiment la peine d'en parler aussi dans cette petite vidéo, parce que c'est capital, hein, de pouvoir continuer dans la diversité à tenir le cap, tenir l'idée et peut-être se laisser influencer aussi par des choses nouvelles, parce que le temps, c'est une notion tout à fait spéciale. Qu'est-ce qui est demain, qu'est-ce qui est hier, et ça se rencontre en permanence. Et moi, je suis assez intéressée par toutes ces questions-là, tout en ayant du mal à trouver le vocabulaire pour en parler, alors que je pense que vous, avec cette équipe de tournage, ce film, ton histoire, vous trouvez des moyens de traduire ça. Quand c'est arrivé, quand on nous a arrêtés, quand on nous a dit maintenant il y a quelque chose qui fait que un virus et qu'il faut absolument qu'on arrête de tourner, moi j'avais déjà tourné pas mal, hein, qu'on arrête de tourner, je n'ai pas que j'ai pas pris. J'ai pas voulu l'arrêter parce que quand on arrête un film, c'est que le film est mort après. Donc j'ai pas voulu arrêter et j'ai continué jusqu'au moment où on m'a dit maintenant stop, il faut absolument arrêter parce que c'est le confinement, tout le monde rentre dans les maisons. Et donc on est parti, j'ai accepté et j'ai accepté pour les autres, pas pour moi. J'ai accepté pour les autres. J'ai accepté pour les 40 personnes qui étaient là. Mais moi, non. Moi, quand je tourne un film, je suis invincible. Mais vraiment invincible. Et je l'ai déjà eu dans d'autres films. Et donc, invincible, ça veut dire que je ne pensais pas à moi. C'est-à-dire que ça ne va pas m'arriver. Moi, le mal qu'on dit, ce virus, la mort qui arrive, ne me fait pas peur. Je suis invincible. Je suis possédé par quelque chose. Et j'avais cette force de tenir et d'être là, présent, et de ne pas accepter ce qui est arrivé. Mais on est allés tous dans les maisons, on est restés, il ne s'est passé rien. J'ai vidé de regarder la télévision ou mon portable, et donc j'étais là, je pensais comment j'allais reprendre. Et je savais que j'allais reprendre d'une autre façon, dans un autre monde. J'aurais continué à tourner avec Tony, on était tous les deux un peu invincibles, un peu fous. Et donc on a continué à tourner. Et dans les rues d'Arles, et on s'est aperçu que, parce qu'on était chez nous, il n'y avait rien, mais dans les rues d'Arles, c'était vachement grave, c'était très grave. Parce que les rues, elles étaient vides, absolument vides, pas d'humains, pas de chiens, rien, que les oiseaux, que le son des oiseaux, et le son des corbeaux, et tout ça, il n'y a que ça. Et eux, les corbeaux, les oiseaux, les animaux du ciel, n'avaient pas peur, ils étaient là, ils rôdaient, ils étaient dans leur monde. Et finalement, ça nous a servi pour voir un monde écologique. Tout d'un coup, nous étions plongés en quelques heures dans un monde écologique, sans voiture, sans odeur, sans emmerdement, sans train, sans bateau, sans avion, sans rien, et on était nous tout seuls avec les oiseaux. Et je trouve que c'était quelque chose de superbe, mais en quelques jours, peut-être une semaine ou deux, j'ai commencé à avoir la nostalgie des êtres humains. Je commençais à avoir la nostalgie des gens. C'est rien, les murs, les oiseaux, c'est rien, mais c'est les hommes et les femmes qui nous manquaient. Comment vous avez décidé de recommencer tout de suite à filmer? Je ne parle pas des difficultés avec les autorisations et tout ça, parce que quand on veut le faire, on arrive toujours en fait. Mais cette urgence de filmer, est-ce que vous l'avez ressenti ou pas, de témoigner? Absolument. Il fallait que je termine le film. C'était une question de vie ou de mort. C'est pas de moi. Exactement. Ouais. Donc, absolument que je recommence à tourner, que je ramène mes gars. Et mes gars, ils étaient ramenés avec un moral assez abîmé quand même, hein, parce qu'ils avaient peur. On avait des masques, on était suivis par une infirmière. On ne pouvait pas s'approcher les uns des autres à 1 mètre, c'est les consignes qu'on nous a données pour continuer le film. Mais donc ils arrivaient tous sur le plateau, mais je sentais quand même un traumatisme. Un traumatisme parce qu'il y a quand même des gens qui sont morts. Il y a des milliers de gens qui sont morts. En France, dans tout le pays du monde, ils sont morts. Donc c'est pas rien, on n'allait pas reprendre en faisant la fête, en étant viré dans le genre, allez, on tourne. On était quand même assez abîmés. Vous avez réécrit le film? Oui, à la fin. Ouais. J'ai écrit les dernières
45 minutes du film. Incroyable. Ça ne servait à rien. Et donc, il fallait raconter autre chose après. Le début appartenait à avant, c'est clair. Et après, le recommencement, c'était un autre monde. Il fallait vivre et filmer avec l'impression d'un autre monde. Et un autre monde qui venait d'arriver. L'autre monde, c'est que maintenant, on croit que l'écologie est nécessaire. Et que l'écologie, c'est quelque chose où il faut se battre pour l'imposer. Donc, plus on allait, plus le film prenait cette version. Et donc, avant, c'était un peu laissé aller, un peu inconscient. C'est un monde d'inconscient. Et à partir du recommencement de tournage, nous étions tous éveillés. On sait ce que ça fait que d'être dans un endroit où l'écologie est là, où on n'est pas traité comme de rien. Donc, il fallait en tenir compte de ce qui s'est passé pour faire le film, pour la suite, pour le futur. Donc, ça veut dire que le film termine sur l'importance d'adhérer à l'écologie. Mais à l'écologie, pas politique, l'écologie du terrain. C'est-à-dire, quand on est dans l'écologie, il faut enlever les bouteilles des rivières. Il ne faut pas juste dire que l'écologie doit être un parti politique. Non, on doit mettre les mains dans les ordures pour les prendre et les mettre dans les poubelles. Et lui, l'activisme, de l'action, il faut le faire. Très important. Moi, je te remercie à toi, Maya, je remercie Tony, tu vois, parce que j'ai eu quand même l'opportunité de travailler très proche d'un artiste et de voir l'évolution. Un artiste sait ce qu'il veut faire, mais il ne sait pas comment il va le faire. Ça, c'était vraiment intéressant parce que je voyais avec Tony qui arrivait tous les matins sur le set, il savait ce qu'il voulait dans son combo. Et c'était le travail qui se faisait in process. C'était au fur et à mesure que les choses se développent. Je ne sais pas si c'était vraiment un changement, Tony, tu vois, mais de passer de l'histoire du film d'avant le confinement pour se retrouver pendant le confinement et ensuite pour se retrouver après, enfin, de la façon dont j'ai pu moi le voir et de regarder comment tu as réécrit au fur et à mesure qu'on était enfermés, qu'on discutait. Il n'y a pas de avant, pendant et après. C'est vraiment une histoire qui était comme si tu avais planifié l'histoire instinctivement. C'était quand même assez... pour moi, c'était magnifique. Je crois même que la dernière scène a été écrite quelques jours avant qu'elle soit tournée. C'est vraiment un travail. Le processus du travail était quand même assez incroyable. Je vous souhaite un bon montage. Hein? Merci. Voilà. Et si jamais vous pouviez vous installer à Arles pour de bon, Tony, j'y pense. Ça me ferait plaisir. Voilà. Adieu. Merci. Bravo.